Ok, je propose qu'on démarre. Il est 19h30, donc bienvenue à tous. Et puis, merci infiniment, Pierre, d'être avec nous ce soir, parce que je sais que tu es quelqu'un de très occupé, avec des charges de cours et des ateliers un peu partout, aussi bien à Lille, à Paris, à Dakar. Et donc, merci infiniment de t'être libéré pour nous ce soir. Donc, est-ce que tu peux... Bon, on va pas faire semblant de ne pas se connaître, on va pas faire comme à la télé où des gens qui dorment ensemble se vous voient. Nous, on se connaît quand même depuis 10 ans, on bosse ensemble, on a même écrit un livre ensemble, donc je pense qu'on peut se tutoyer ce soir. Je pense que ça ne dérangera personne. Oui, Donc, il n'y a est-ce que pas de tu peux souci. te présenter en quelques mots? Ah, bah écoute, moi je suis tombé dans le mind mapping un jour en faisant une mission à Bogota et des consultants américains m'ont expliqué un petit peu ce que c'était et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre sur la question. Et donc, avec Frédéric Lebihan, que certains connaissent peut-être, l'école française d'heuristique, avec un ami belge, Jean-Luc Deladrière, qui habite à Namur, et puis un autre C'est consultant, lui qui m'a d'ailleurs formé au mind mapping. d'accord? Jean-Luc. Donc, dans les années 2002, on a commencé à travailler, donc ça fait maintenant 16 ans. Et notre ouvrage, Organisez vos idées, est traduit en 6 langues, dont le chinois, le japonais, le coréen, etc. Et donc, il dépasse 150 exemplaires dans le monde. Et voilà, et après, c'était le début d'une belle aventure, puisque maintenant, j'en suis à 19 ouvrages, et en particulier, enseigner avec le mind mapping. C'est autrement que le mind mapping. Ouais. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a permis de rentrer dans différentes grandes écoles et dans grandes universités. Et puis, je forme avec On ne toi t'entendait aussi plus là. avec des MOOC comme le MOOC gestion de projet. Donc, vous pouvez trouver sur mon site mindmanagement.org les vidéos. Et là, on vient de fêter notre 200 millième étudiant en 12 sessions. Donc, voilà. Et puis, donc, voilà, le MOOC 10 est un deuxième MOOC dans lequel j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu le mind mapping. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'être formateur dans le réseau Canopé. Donc, j'ai formé à peu près 3000 enseignants en France et dans le monde. Donc, j'ai pu accumuler une certaine expérience puisque je suis un passeur. Et donc, je remercie tous les enseignants que j'ai pu former qui eux-mêmes m'ont permis de me former aussi et donc de transmettre la bonne parole sur les cartes mentales, dites aussi cartes heuristiques ou mind map. Je t'entends plus. Je t'entends pas. Voilà, ça revient, Marco. Ouais. Mon système sonore là, qui passe d'un micro à l'autre sans me donner de l'autorisation. Donc, Ok. voilà, ok, ça a l'air d'être bon. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous présenter un peu le mind mapping, justement, en quoi ça consiste et aussi en quoi ça peut aider les 10. Donc, on a fait un answer garden avant la classe, et notamment, il y a dans les questions, est-ce que le mind mapping peut servir à toute chose? Est-ce que le mind mapping peut servir à tous les 10? Donc, je pense que c'est aussi un fil conducteur qu'on peut utiliser. Mais Oui, je tout te à laisse fait. présenter. Oui, alors moi je dirais pour commencer, bah, effectivement, le mind mapping, c'est un patrimoine de l'humanité parce que en fait, finalement, ça mime le fonctionnement du cerveau. Et puis, tout simplement, ça peut être utilisé quasiment à tout instant de la vie, que ce soit pour organiser sa journée, organiser ses cours, gérer son temps, préparer un exposé, prendre des notes, etc., etc. Et donc, il rend visible ce qui est invisible dans nos têtes, c'est-à-dire tous les plans de câblage, toutes les associations d'idées que l'on a en permanence vont être rendus visibles, et en particulier pour les 10, le fait d'utiliser 5 langages, que ce soit le langage des mots-clés, mais aussi les couleurs, mais aussi les images, mais aussi la typographie, donc éventuellement les couleurs de police,
la hauteur de police. Et puis surtout, lorsqu'on va utiliser un logiciel, on va utiliser quelque chose de fantastique, c'est le lien hypertexte, c'est-à-dire effectivement exactement comme Internet fonctionne ou comment notre cerveau fonctionne. Les 100 milliards de neurones qui nous sont attribués dans notre petite boîte crânienne peuvent eux-mêmes se connecter 10 000 fois les uns avec les autres, ce qui fait des milliards de combinaisons possibles. Voilà, j'ai partagé mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce que sont les cartes mentales, les cartes conceptuelles, la différence entre les cartes conceptuelles et les cartes mentales. Et puis, on parlera un petit peu du Kanban et puis on verra comment on va décliner à partir de cette carte mère des cartes filles, des cartes petites filles, des cartes arrière petites filles, exactement comme dans notre cerveau. Si je parle de tout simplement cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de lait, vache à lait. Ah, tiens, cochon de lait et vache à lait, je vais pouvoir relier lait entre les choses. Alors, je vais commencer peut-être par une petite carte. Vous voyez qu'au bout de la branche, j'ai un fichier qui va me permettre de vous montrer une petite approche de la dyslexie. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la dyslexie, mais il m'a semblé intéressant de montrer sur une petite carte ce que c'était que l'utilisation d'une carte mentale. Et en particulier, une carte mentale, elle va toujours avoir un noyau central qui va se situer au centre de votre carte. Donc, effectivement, si vous prenez votre champ visuel, il fait 16 neuvièmes. Vous voyez peut-être sur mon écran, sur ce que je suis en train de faire avec les mains, sur le côté droit ou le côté gauche, je ne sais pas. Vous voyez qu'au centre de l'écran, on a quelque chose qui est le noyau central. Et à partir de ce noyau central, on va décliner dans le sens des aiguilles d'une montre les idées principales pour que, tout simplement, lorsqu'on utilisera l'export en traitement de texte, à ce moment-là, le grand 1 sera difficulté d'apprentissage, les symptômes, grand 2, les sources de difficulté, grand 3, etc. Alors, on sait bien que les difficultés d'apprentissage, elles sont liées à des perturbations, et des perturbations qui sont liées au niveau de la lecture, de l'écriture, de la prononciation ou de l'écoute. Et puis, vous savez fort bien, mais c'est peut-être un petit résumé de ce que vous avez appris au cours des semaines précédentes, ces symptômes varient, mais ne disparaissent pas forcément avec l'âge. Alors, les sources de difficultés, elles sont plurielles. On va utiliser généralement plus de liens que la moyenne. On va voir la globalité, c'est-à-dire que là, on voit la globalité de l'image avant de percevoir les détails, un petit peu comme lorsqu'on perçoit un paysage avant d'aller se focaliser sur un détail, la cheminée de l'usine ou la flèche de l'église, quand on voit un village, par exemple. Alors, l'avantage d'une carte, c'est qu'on va pouvoir, contrairement à un texte, on va pouvoir la voir à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on va la voir au niveau global. C'est-à-dire qu'ici, si je la déplace, je déplace ma carte, je vois le niveau global. Ensuite, je peux voir un niveau, méso, c'est-à-dire que je vais pouvoir, avec les nuages ici que l'on voit en haut, je vais pouvoir qualifier une zone visuelle, c'est-à-dire que là, on va descendre. J'étais au niveau macro, au niveau, par exemple, d'un satellite météo qui regarde et qui vous donne la météo à 400 km. Ensuite, je vais pouvoir m'approcher au niveau d'un avion, méso. Et puis, lorsque je vais vouloir lire un détail, je vais pouvoir aller au niveau micro. Donc, une carte va se lire au niveau macro, méso, micro. Donc, on va zoomer, forer dans la connaissance de la carte. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, en particulier, les dyslexiques ont une vision globale, une vision holistique qui permet de voir la globalité, d'où l'intérêt des cartes mentales qui nous permettent de voir à la fois le global et le détail. Alors, effectivement, maintenant, il ne faut pas que la dyslexie soit complètement confondue avec d'autres
d'autres troubles, hein, mais je pense que d'éminents spécialistes en ont largement parlé avant moi sur la dysphasie, etc. Mais être dyslexique, ça ne signifie pas être moins intelligent que la moyenne, c'est souvent même le contraire, et on s'aperçoit que le coefficient intellectuel des dyslexiques varie souvent de moyen à très élevé. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant dans les cartes, c'est que là, pour l'instant, nous n'avons travaillé que sur les mots. Maintenant, si j'introduis les images et un classement entre différentes personnes célèbres qui étaient des découvreurs, des entrepreneurs ou des artistes, on voit que, par exemple, ici, on va avoir, par exemple, Albert Einstein était dyslexique. Hein. On avait Thomas Edison, on avait Louis Pasteur. Au niveau des entrepreneurs, on a des gens comme Bill Gates. Et là, par exemple, ce qui est intéressant en regardant Bill Gates, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il a été l'homme le plus riche du monde, hein, mais il a abandonné ses études avant de fonder Microsoft. Hein, et puis maintenant, bah, effectivement, c'est pas parce qu'il est diplômé qu'il a été seulement nommé diplômé honoris causa largement après être sorti de l'université. Mais on voit bien que être dyslexique, c'est pas un handicap, au contraire. Vous avez des gens comme Henry Ford, des gens comme Richard Branson, et puis même certains artistes comme Pablo Picasso, ou même encore Agatha Christie, avec le nombre de livres qu'elle a écrits. C'est assez fantastique. Et alors, la carte, elle a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, pour la première fois, souvent pour valoriser le travail des dyslexiques, la carte est une manière de produire une œuvre, quelque chose qui n'appartient qu'à la personne. Puisque si je vous confie la rédaction ou la préparation d'une carte, bah de toute façon, chacun de vous va faire une carte différente. Alors pour les enseignants, ça a un avantage considérable parce qu'il n'y a pas de plagiat possible. Chacun va créer des cartes, soit à la main, soit avec un ordinateur. Voilà, c'était ma première carte. De toute façon, tous ces documents seront disponibles, hein, puisque la vidéo sera enregistrée. Alors maintenant, je voudrais présenter préserver l'intelligence des enfants, parce que on sait bien qu'aujourd'hui, les enfants, bah, ils vont quitter l'école vers 6 ans, enfin quitter le confort ou entre 3 et 6 ans, selon les cas. Et puis, comment les enseignants les accueillent? Ben, ils les accueillent avec des couleurs, avec de la musique, avec des jeux, avec des dessins. Et tout enfant est attiré par ces choses, qu'il soit artiste, musicien, danseur, explorateur, scientifique. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Eh ben, il saute, il se promène de classe en classe. Hein. On n'a pas forcément que les principes de Montessori, mais effectivement, on va avoir une approche pour poser de bonnes fondations pour les futurs apprentissages. Le problème, c'est que plus on va progresser dans les niveaux supérieurs, moins on va utiliser les couleurs, moins on va utiliser la musique, moins on va utiliser les jeux dans les programmes, alors que c'était les bases sur lesquelles les enfants se motivaient. Donc, en fait, aujourd'hui, en plus de ça, j'aborde quelque chose d'intéressant, c'est qu'un petit dessin pour montrer ce que sont les intelligences multiples. Hein, alors, je vais descendre peut-être, voilà. Et donc, on voit bien qu'on a au moins 8 intelligences. On a les intelligences intrapersonnelles, les intelligences interpersonnelles, les intelligences musicales et naturalistes, et puis on a l'intelligence visuelle spatiale, et en particulier, c'est celle-là qu'on va pouvoir développer. On va pouvoir aussi développer la linguistique. Et puis la logico-mathématique, c'est souvent celle-là qu'on développe à l'école. Et puis évidemment, celle qui est souvent moins utilisée, c'est la kinesthésique, mais de toute façon, ça dépend aussi des enseignants et ça dépend aussi de la manière dont, effectivement, on s'adapte. Voilà, ça c'était une petite carte qui est extraite de l'art du management visuel de chez Duno.
Donc, le problème, c'est que l'enfant, il va totalement changer de manière d'apprendre, et puis ça va être totalement, radicalement différent de ce qu'il avait été initialement. Et alors que l'enfant était libre d'utiliser autant de couleurs qu'il le souhaitait, alors maintenant, il est limité au gris de son crayon, au bleu ou au noir de son stylo. Et donc, c'est quand même la couleur, le noir, c'est celle qui va nous permettre de nous endormir. Et donc, sans qu'on le sache, l'exposition constante des enfants au gris, au bleu, au noir encourage l'enfant à s'endormir. Ce qui est quand même un sacré paradoxe lorsqu'on va à l'école. Et alors qu'il était encouragé à dessiner, au fil des années, ces dessins ne sont qu'une copie de ce qu'il voit dans les manuels scolaires et non dans son imagination. Et puis après, je passe sur la classe de mathématiques, la musique, la gym, et puis effectivement la musique pour son aspect relaxant, etc. Et souvent, les professeurs de musique ou de gymnastique ne sont pas considérés comme des matières particulièrement importantes. Alors finalement, alors que les enfants adorent jouer, dessiner, jouer avec des couleurs, l'exposition croissante et exponentielle des textes aboutit à un fort déclin des possibilités des images et de la couleur. Et c'est là que le mind mapping et les cartes mentales sont intéressants, puisque tout à l'heure, je disais qu'on avait 5 langages, et en particulier le langage des images et le langage de la couleur. Et vous savez fort bien qu'en utilisant la couleur ou les images, on va mémoriser par 2 canaux supplémentaires, en dehors du canal auditif, les informations que l'on est censé interligarer, relier entre elles, puisque c'est la base de l'intelligence. Et donc, on sait actuellement avec la médecine, les images, les IRM, etc., que le cerveau gauche est plutôt pensée rationnelle et linéaire, et le cerveau droit, cerveau intuitif et holistique, mais globalement, on sait que maintenant, les zones ne sont pas forcément réparties spécialement dans le cerveau droit, dans le cerveau gauche, mais disons que aujourd'hui, on observe quand même un déplacement, je dirais, des choses que l'on apprend vers des activités, glissement des activités créatrices vers la pensée linéaire. Donc c'est un peu dommage parce que effectivement, on est là surtout pour apprendre à apprendre et non pas pour uniquement rabâcher, comme dans certaines boîtes à bachot où on se préoccupe, on se cale sur l'examen et on se cale sur, je dirais, le programme. Alors maintenant, je dirais au niveau des trucs préférés, c'est l'occasion de vous montrer aussi comment de la carte, on va pouvoir passer à des cartes filles. Donc là, quand la carte est trop grande, vous voyez, je vais simplement cliquer avec le clic droit, et je vous remontrerai ça tout à l'heure dans Xmind. Je vais pouvoir créer une nouvelle feuille depuis le sujet, et effectivement, je vais créer automatiquement une carte fille. Et donc, vous voyez, là, il y a un petit C qui va me permettre de remonter à la carte, puisque là, ça veut dire C comme child, comme enfant. Alors, un des trucs préférés qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est d'avoir un calendrier dans sa chambre, puisque souvent, les enfants ont des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace, surtout dans l'espace. Et puis, effectivement, on peut lui faire créer comment dire, son, son calendrier, par exemple, en utilisant évidemment les couleurs. On le voit ici dans un autre exemple. Ça, c'est un exemple de carte d'emploi du temps. Et puis, si vous avez vu quelque chose dans le fil de discussion, il y a des participants qui ont expliqué comment imprimer un semainier. Et donc là, c'était un site qui s'appelle unjourinjeu.fr, printable/semainier enfant. Et donc ça, c'est une excellente ressource pour imprimer gratuitement un semainier. Et donc, vous irez voir sur ce site, il y a beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Et donc, vous voyez que là encore, je suis passé d'un... Est-ce que vous continuez à voir mon écran, Marco? Oui. Alors, il
Il y a 87 conversations. OK. Alors, ensuite, vous avez un exemple. Alors, l'exemple que je viens de vous montrer, c'était aussi comment, au bout d'une branche, vous pouvez ouvrir un hyperlien qui va vous ouvrir la page qui vous intéresse et sur laquelle vous allez pouvoir vous stocker ou vous créer un document, je dirais, de référence. D'ailleurs, c'était l'occasion de revenir sur la carte mère. Et donc, j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter mon fétiche qui était au centre de la carte, mais je suis parti trop vite. C'était le cactus de Gaston Lagaffe, puisque vous connaissez le cactus de Gaston Lagaffe. Et Gaston Lagaffe, il a cet avantage, c'est qu'il retrouve les documents à faire signer très très vite, puisque sur cet énorme cactus, il met des documents. Eh bien, une carte mentale, c'est tout à fait la même chose. C'est un cactus sur lequel vous allez relier différentes choses, des documents, des fichiers Word, des fichiers Excel, des images, des couleurs, des liens hypertextes. Et tout ça, finalement, va être relié dans un sens qui n'est que le vôtre. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des choses tout à fait passionnantes. Alors, au niveau des trucs préférés, pour revenir sur la carte fille, avoir un calendrier dans sa chambre. Donc là, on a vu comment imprimer un semainier. Vous retrouverez le site, Marco vous le mettra demain. Ensuite, il faut savoir étudier à voix haute aussi, puisque on va utiliser le canal auditif et le canal visuel. Et puis, on va pouvoir associer des cartes, des mots avec des images. Et donc, vous voyez que là, vous embêtez pas, puisque vous inquiétez pas, pour des raisons de sécurité, je verrouille la production de la carte qui est liée, mais qui ne peut pas me transmettre de virus. Et donc là, par exemple, ça, c'est issu d'un livre scolaire de 5e, et où on voit bien que la carte est part d'un noyau central avec des couleurs différentes pour, vous voyez, faire des zones visuellement remarquables pour les 10. Et donc là, on a 3 couleurs différentes et on voit bien qu'on va du centre vers la périphérie. On va travailler sur une décroissance des polices de caractères. Donc voilà un exemple de belle carte bien construite sur, et vous voyez, on a même un petit dessin pour la croissance, les couleurs pour distinguer la lisibilité, et puis effectivement les idées qui viennent, les mots-clés, on passe d'1 milliard de croissance à 7 milliards 4 aujourd'hui et 9 milliards en 2025, en sachant qu'on pourrait rajouter aujourd'hui la dernière étude du GIEC qui parle plutôt d'1 milliard dans 20 ans, puisque la Terre ne pourra plus produire de nourriture que pour 1 milliard d'habitants. Voilà. Alors, je ne veux pas vous donner le bourdon, mais c'est un exemple quand même. C'est bien parti, je trouve. Pour commencer à dérider un peu. Alors, effectivement… Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, Pierre, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont passées, je trouvais que c'était intéressant. D'accord. Parce que il y a plusieurs questions, notamment sur le logiciel. Donc, le logiciel, c'est bien Xmind. Oui, alors je vais y passer après. Oui, ok. Je vais y repasser. Alors, il y a des personnes qui disaient oui, ça a l'air quand même très compliqué, etc. Non, je vais montrer ça. En fait, pas du tout. Moi, j'ai donné des formations Xmind à des jeunes enfants ou à des ados, y compris à des dyspraxiques et des dyslexiques. Et je peux vous dire que c'est un logiciel très intuitif, justement, contrairement à pas mal d'autres. Et puis, une chose que je voulais dire aussi, un truc qui est extrêmement intéressant pour les 10 et aussi pour les enfants qui souffrent de troubles de l'attention avec ce logiciel-ci, donc avec Xmind, c'est qu'il travaille comme un classeur Excel. C'est-à-dire que dans un classeur comme celui-là, vous pouvez avoir plusieurs cartes qui sont liées entre elles. Et ça veut dire que si, par exemple, est-ce que vous m'entendez là?
Ou bien je ne… Oui, parce que je vois quelqu'un qui me dit que je ne vous entends plus. OK. Donc, vous pouvez avoir, au lieu d'avoir une énorme carte complexe, qui est très difficile à lire pour un dyslexique ou un dyspraxique, on peut avoir une carte centrale, qui est une sorte de tableau de bord, et une série de cartes complémentaires, et on peut naviguer de l'une à l'autre très facilement. Mais l'avantage d'Xmind par rapport à d'autres logiciels, je pense par exemple à Mindomo qu'on a utilisé dans le MOOC, ou bien à MindMaster, qui est aussi un excellent logiciel de mind mapping en ligne, et surtout quand on fait de la gestion de projet. On peut faire des cartes filles, mais elles sont éparpillées sur le web. Tandis que dans Xmind, elles sont toutes dans le même classeur. Et donc, c'est très facile, même pour un enfant qui a des problèmes de concentration ou d'organisation, c'est très facile de retrouver toutes ces cartes. Par exemple, sur un thème de mathématiques, il peut retrouver toutes ces cartes dans le même classeur, sans problème. Et il peut passer de l'une à l'autre très facilement en cliquant simplement sur les hyperliens. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser et c'est très structurant. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire aussi. Je vais montrer ça. Oui, je vais montrer. Oui. Parce que j'ai eu quelques discussions, enfin, quelques chats cet après-midi avec des personnes dans le MOOC qui me demandaient, mais est-ce que ça correspond à tout le monde, etc. Moi, je ne connais pas un seul outil qui corresponde à tout le monde. Mais le mind mapping, c'est quand même un outil très généraliste qu'on peut utiliser avec beaucoup de personnes différentes et avec beaucoup de matières différentes. Alors, il y a une personne aussi qui disait, mais tiens, si on est daltonien ou si on a… Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes, effectivement, que les couleurs dérangeaient. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dessine des cartes avec des formes de branches différentes. Par exemple, une branche droite, une branche qui sera faite de boucles, une branche qui sera faite de zigzags, etc. Et donc, la carte peut être d'une seule couleur, mais avec des formes différentes. Alors, ça marche pour les tâches quotidiennes. Je ne connais rien qui marche mieux pour les tâches quotidiennes. Dans le MOOC, je vous ai mis une galerie de cartes. Si mes souvenirs sont bons, il y a une liste de courses ou une autre liste de fournitures scolaires. Et pour faire vos courses, c'est génial. Vous n'oubliez jamais rien avec ça. Alors, je vais terminer. Voilà, je m'excuse de t'avoir interrompu, Pierre. Je t'en prie. Et donc, alors, pour terminer sur un peu les trucs, il y a évidemment le surlignage pour apprendre des couleurs différentes. Et puis, les lignes de temps. Les lignes de temps, effectivement, qui sont intéressantes. Et là, voilà un exemple que j'avais pris dans un logiciel, mais effectivement, dans un livre, le même livre Magnard, Histoire Géo de 5e. Et effectivement, c'est une question, là, bon, c'est un exemple dans l'histoire, mais on peut très bien se repérer dans une journée, par exemple. Et puis, en fait, en plus de ça, quand je suis stressé, évidemment, je vais respirer, mais ça, c'est, je dirais, plus non mind mapping. Alors, maintenant, je vais revenir sur, je dirais, comment créer une carte mentale. Effectivement, on va voir que très rapidement, et là, je remercie Hélène Dégère avec laquelle j'ai travaillé pour faire un diaporama et puis un CD-ROM pour l'éducation nationale. C'est vrai que on a dessiné des cartes, donc il sera disponible sur Internet. Donc, vous voyez qu'au centre de la carte, on va avoir des majuscules. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on va pouvoir travailler et écrire. Et même, vous voyez, avec un simple papier, un simple crayon et quelques crayons de couleur, on arrive à faire une carte qui est tout à fait lisible et synthétique. Alors, effectivement, il faut qu'on leur évite l'obstacle de l'écrit. Et pour expliquer l'obstacle de l'écrit, c'est qu'effectivement, si on revient sur la définition d'une carte mentale, c'est effectivement un organisateur puissant, graphique, qui s'adapte à peu près à toutes les disciplines, et je vais montrer des exemples. Alors, les fondamentaux, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, ça sollicite à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche, et puis surtout, il va nous permettre de s'ouvrir aux intelligences multiples et à la diversité des styles d'apprentissage, puisqu'on utilisera différents canaux kinesthésiques, etc. Surtout si on utilise des post-it, par exemple. Et oui, donc, Pierre, toujours sur la carte, on ne voit pas le diaporama. Ah, pardon, excuse-moi. Tu veux bien revenir un peu en arrière avec le partage? D'accord, ok.
Et donc, la carte part, je vais revenir en arrière. Oui. Alors, donc, la définition de la carte, c'est effectivement une représentation visuelle, un outil de gestion mentale, et puis surtout, de sortir un petit peu de l'écrit, puisqu'on va réutiliser les couleurs et les images. Et alors, les fondamentaux, c'est, comme on l'a dit, ça ouvre aux intelligences multiples, et puis ça va respecter le fonctionnement du cerveau, et en particulier, on va utiliser un peu plus la créativité, les images, les couleurs. Alors, c'est un schéma qui est très simple, puisqu'il va partir d'un centre, et puis on va l'accompagner d'images et de mots-clés, et on va lire du centre vers l'extérieur. Et donc ça, on verra que la proximité des idées va permettre l'émergence et l'organisation d'idées, puisque c'est l'un des principes fondamentaux de la carte mentale, c'est de travailler sur l'association d'idées, hein, puisqu'on va relier déjà un nouveau savoir à un savoir antérieur qui existe déjà dans notre cerveau. Alors, des exemples. Ben voilà un exemple avec un noyau central, un petit dessin. On va cerner le sujet, hein. On va travailler sur le qui, le quoi, le pourquoi, le comment et éventuellement le combien. On va se documenter et on fait un petit dessin. On va chercher et on lit ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, de toute façon, je suis obligé de passer rapidement, mais par exemple, ici, on a l'exemple de qu'est-ce qu'on fait dans un CDI pour se documenter, sélectionner des ressources, organiser son travail, communiquer. On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'on parle plutôt de la méthode des 4 C, collecter des données, ensuite les configurer, c'est-à-dire rajouter des images, des couleurs, et ensuite on s'en servir pour, le 4e C, c'est communiquer, pour faire un oral, pour préparer un exposé, etc., ou faire un diaporama. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent ou quand on n'est plutôt pas d'ordinateur et qu'on est même déjà dans les toutes petites classes, il suffit de prendre des morceaux de post-it. On peut prendre un post-it et le couper en 3 ou 4. Et puis, on va essayer de noter toutes les idées. On demande aux enfants de noter toutes leurs idées. Et à partir de toutes ces idées, on leur demande de classer les informations sous forme arborescente. Et donc, on voit très bien que uniquement avec 4 ou 5 post-it de couleurs différentes, on peut tout à fait déjà faire des choses tout à fait intéressantes. Alors, quand le post-it il est transformé en dessin, vous voyez que là, si un enfant dessine un rorqual bleu de 35 mètres, on lui parle des eaux froides, qui mange du krill, qui mange des 4 tonnes par jour de crevettes, et ensuite qui fait des pointes à 40 à l'heure, et qu'ensuite l'hiver, il va dans les eaux chaudes pour accoucher, eh bien, vous voyez que même si on se revoit dans 6 mois, je suis certain que vous saurez me dire à quelle vitesse moyenne va la baleine bleue et où est-ce qu'elle va accoucher. Et donc, l'intérêt de cette présentation fait qu'on va utiliser évidemment le canal visuel, le canal auditif, le canal puisqu'on va évidemment construire la carte avec l'enfant, puisque selon son niveau, et plus on va monter en âge, moins on va aider l'élève, et plus ce sera lui qui deviendra autonome. Donc je dirais ça, c'est un des grands principes, je dirais, d'utilisation des cartes. Alors, voilà un exemple fait par un dyslexique qui s'est fait applaudir par ses collègues, alors que généralement, il était plutôt au fond de la classe, à côté du radiateur. Et il s'est fait applaudir, pourquoi? Parce que c'était la première fois que ses collègues le voyaient dire un mot en anglais sur la vie de Shakespeare. Et donc, il a été chercher des images sur Shakespeare et il a trouvé, alors je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer, mais vous voyez par exemple, il a pris même des images de Steve McQueen en train de jouer Hamlet ou d'expliquer qu'il était à Stratford-sur-Avon et que sa birthday, il allait à l'école de Stratford, etc. Et que sa mère, il a eu des enfants, etc. Many children, etc. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que l'élève, non seulement
organise ses idées, mais en plus de ça, il est valorisé par ses collègues. Et ça, c'est la première fois que souvent un élève va se sentir non pas rejeté, mais être capable de faire quelque chose. Et en plus de ça, il y a un phénomène intéressant, c'est que s'il se trompe, les autres ne vont pas critiquer l'élève, mais vont critiquer la carte. C'est-à-dire que la carte sert de tiers de confiance. Et ce tiers de confiance, ça lui permet à l'ensemble de la classe de réviser la vie, par exemple, de Shakespeare, en rajoutant éventuellement de nouvelles informations sur la carte. Donc souvent, on peut envoyer des élèves au tableau qui sont parmi les plus faibles, mais qui se sentent valorisés parce qu'effectivement, les autres comprennent bien le message, la communication qui est travaillée autour de ça. Alors, je suis obligé d'aller vite parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ici, on a la possibilité de valoriser le travail des personnes. Alors, lorsqu'on va travailler, ne serait-ce que par exemple en classe en CP, on peut déjà travailler avec, par exemple, une recette de cuisine où chaque élève va être capable de dessiner une bouteille d'huile, un morceau de sucre, un four ou un saladier et de mémoriser la recette des crêpes ou la recette du gâteau au yaourt. Donc, on voit bien que là aussi, l'intérêt à la fois ludique de la carte est patent. Alors ensuite, on peut résumer un cours. Alors par exemple, ici, sur le Nil, on va dessiner la felouque, on va dessiner une barque, on va dessiner un chadouf, on va dessiner un oiseau, un poisson. On dessine même une petite carte qui vient ajouter de la richesse à la carte mentale. Alors ensuite, voilà, plutôt les premières cartes, et ça marche très très bien, c'est se présenter. Donc on peut demander à l'élève de se présenter et quelles sont les émissions, quels sont les livres, quels sont les aliments, quels sont les sports, quelles sont les activités qu'il préfère. Et donc c'est une manière ludique aussi de se présenter, de commencer sa classe dans l'année avec une carte mentale. Alors ensuite, on a d'autres exemples. Ici, le sang, la composition, les groupes, les génétiques, les rôles. On voit bien que là aussi, en distinguant avec les couleurs, la personne va pouvoir travailler. Donc en plus de ça, on peut demander aux élèves de fabriquer la carte avec leurs parents à la maison et de leur expliquer ou de la compléter en classe. Ou encore même de leur donner une structure de carte qui est simple, mais une structure qui est avec certains mots-clés qui sont vides, qui manquent. Donc, on peut faire un QCM très simplement à partir d'une structure ou une liste de mots. Et là, par exemple, shopping, shop, mall, market, supermarket, sell, sold, buy, bought, etc., présent, gift, etc. Vous voyez que même avec un simple papier, un simple crayon, on peut déjà créer des associations d'idées sur le shopping et l'anglais. Alors, comment faire? Eh bien, c'est hyper simple. On va commencer, comme je disais tout à l'heure, par le centre de la feuille, puisque notre vision focale qui prend le centre de notre champ visuel, 16/9, notre champ visuel, c'est le champ de ce qu'on appelle le champ visuel, 16/9. Et notre champ focal, ça va être grosso modo 2%, un angle de 2%, mais cet angle de 2% de notre vision est toujours au centre de notre champ visuel. Donc, lorsque vous allez tourner la tête ou tourner les yeux, de toute façon, vous allez voir au centre de votre champ visuel la vision focale. Et cette vision focale prend à peu près 50% de notre temps, de notre capacité de traitement du cerveau. Alors ensuite, on va dessiner les branches des idées principales et ensuite, on va tout simplement mettre des rameaux sur les idées secondaires pour essayer de faire quasiment une petite arborescence. Alors, et ensuite, on va utiliser les mots-clés, donc c'est-à-dire les 20% de mots-clés qu'on utilise dans 80% des cas, c'est-à-dire qui vont donner 80% de la signification. Donc là, on va plutôt utiliser des noms communs
on laissera de côté les verbes, les adverbes, les conjonctions, et on prendra quelques adjectifs, mais plutôt des mots communs pour utiliser ces mots-clés. Ensuite, on va utiliser des polices et des couleurs différentes. On pourra utiliser des symboles, on pourra utiliser des images, et puis on utilisera la couleur. Et vous voyez que là, en quelques diapos, en 3-4 diapos, vous avez les principes de base de construction d'une carte, que vous soyez en CP ou que vous soyez en université. Donc en fait, on va avoir besoin, si possible, de papier blanc. Et ce papier blanc, on va le faire tourner de 90 degrés pour qu'on soit capable d'utiliser au maximum l'espace, exactement comme notre champ visuel, qui est bien évidemment 16/9, ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est-à-dire 1 sur 1,61. Et c'est les mesures parfaites, c'est les mesures de votre iPad, de votre téléphone portable, de votre ordinateur, du Parthénon ou de votre carte bleue. C'est une forme complètement universelle. Ensuite, on utilisera évidemment les crayons ou des feutres. Et puis les branches, on essaiera de les faire de manière courbe dans un logiciel comme eMindMap ou même Xmind. On verra qu'effectivement, on pourra travailler de manière non pas linéaire, mais justement avec des branches courbes, puisque dans la nature, rien n'est droit. Les mots-clés, les codes, les images, les couleurs. Alors les codes, c'est intéressant parce que lorsqu'on travaillera avec un logiciel, on pourra évidemment voir trier sur les codes. Donc on pourra simplifier la carte comme avec un entonnoir pour filtrer l'information. Alors, les raisons d'utiliser les cartes mentales, c'est de faire appel avant tout à la créativité. Vous avez bien compris que le système actuel nous fait utiliser plutôt le noir et les mots, alors que notre cerveau, il adore se balader en utilisant des couleurs, des images, des liens hypertextes. Alors ensuite, au niveau des choix, on va avoir des choix personnalisés, c'est-à-dire que le créateur de la carte, il est libre d'utiliser ce qu'il veut, de faire des dessins comme il veut. Et puis, on peut choisir, évidemment, de le faire à la main ou avec un logiciel. Et puis, c'est vraiment, on pose le plan de câblage de nos idées sur un sujet, sur un domaine, à partir du moment où on a bien cerné le domaine que l'on veut faire. Et d'ailleurs, on peut mettre au centre de la carte un mot-clé, mais surtout avec un point d'interrogation, une question focale à laquelle la carte va répondre. Puisqu'une carte, elle est comme tout, elle a des frontières. Et la frontière de la France ou la frontière de la Belgique sont bien connues. Mais effectivement, il faut limiter aussi notre champ de travail. Alors ensuite, on va travailler avec un peu d'entraînement. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on pourra aller plus vite et donc ça va éviter trop de lenteur. Et vous savez fort bien que bon nombre de dyslexiques passent beaucoup de temps sur la fabrication. Et puis, on va pouvoir avoir une clarté, une facilité de lecture. Et puis, évidemment, surtout ce qui est intéressant, c'est la manière, la hiérarchisation, les mots-clés, les relations qui vont être mis en évidence, qui vont nous permettre d'avoir un schéma simple sans être obligé de recomposer, redire les définitions des mots-clés, puisque généralement, une fois qu'on a appris un mot-clé, on connaît sa définition. Donc là, c'est un peu comme si on cliquait sur un écran de notre ordinateur et on ouvre un logiciel derrière. Ensuite, on va valoriser la production de l'élève. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple de Shakespeare. C'est qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant pour l'élève de se sentir valorisé, y compris si on est dysorthographique. Ensuite, on va pouvoir représenter visuellement et spatialement l'information. Et donc, on va avoir une vue synthétique, comme là aujourd'hui, si je vous repose la question à quelle vitesse va la baleine, vous êtes immédiatement, vous êtes capable de répondre. Et ensuite, elle est unique puisque chacun va dessiner différemment, on va utiliser des couleurs différentes et un système d'organisation différent.
Alors ensuite, on va avoir la vision globale et de détail, c'est-à-dire qu'effectivement, vous vous rappelez, on voit la météo de 400 km, et ensuite, on va aller voir la météo dans la ville et éventuellement dans le quartier. Donc, on voit qu'effectivement, on va dépasser la représentation totalement linéaire et tout en gardant une vision globale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant puisque là, l'élève ne va pas faire appel à sa mémoire. On va reculer le temps où il fera appel à ses mémoires à long terme. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, la conception, c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant, c'est tout le travail qui est fait en amont, c'est-à-dire le travail que va faire l'élève pour repérer les mots-clés, les surligner, établir des relations, et c'est ça qui va lui donner cette espèce de hologramme qui va lui permettre de retrouver ses idées et qui lui permettra également de réviser rapidement lorsqu'il sera dans la période des examens. Et puis, effectivement, ça va favoriser l'ancrage puisqu'on va optimiser la mémoire de rappel, puisque là, comme je le disais tout à l'heure, il va suffire de se rappeler un bout de la carte pour retrouver l'interligare, c'est-à-dire la relation entre les idées. Et puis enfin, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir prendre des notes, structurer des connaissances, présenter un exposé, s'extraire de la progression de l'enseignant, parce que là aussi, l'élève peut avoir lui-même reconstruire la manière dont il fait les associations d'idées. Et puis, il y aura évidemment une vue globale, il construira son réseau. Alors, tout ça, c'est en plus le plaisir. C'est vraiment fondamental dans la motivation des élèves, puisque effectivement, le plaisir, ça veut dire avoir du pouvoir sur le travail qu'on est en train d'accomplir. C'est le plaisir de créer, donc le plaisir d'utiliser des couleurs, le plaisir de faire des dessins, le plaisir de produire ensuite un écrit, et puis de pouvoir se relire, et puis aussi de concevoir quelque chose qui pourra aider à faire un exposé, par exemple. Et souvent, on sait très bien que les dyslexiques ont des difficultés à présenter des exposés. Voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit peu un exemple rapide d'utilisation. Alors, maintenant, lorsque je reviens sur ma carte, effectivement, je vais me trouver avec, voilà, je vous ai mis par exemple un exemple. Alors là, c'est par exemple sur la lettre S. C'est pas la lettre S. Si, voilà la lettre S. Et par exemple, vous voyez, on va simplement... Alors, il faut que tu changes de fenêtre, Pierre. Tu es toujours sur la fenêtre de la carte. D'accord. Hop. Alors, pourquoi... Voilà, la lettre S. Voilà, je présente la lettre, effectivement. Donc, on peut faire des tout petits dessins simplement pour faire des distinctions entre le bras et la fusée, l'utilisation, certains mots ont un S au pluriel que l'on n'entend pas, le bras par exemple, etc. Donc là, on a des exemples très très simples d'utilisation de la carte. Alors, lorsque je veux améliorer la concentration, ça j'en ai parlé, je vais passer rapidement. Donc en fait, ce qui est surtout important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va se trouver dans un schéma où on va passer du texte linéaire, donc de mots-clés, vers la construction d'une carte mentale. Et donc ça, c'est particulièrement... Pierre, je crois que tu dois de nouveau changer de fenêtre pour nous montrer ça, le texte linéaire et la carte. Ah, zut alors. C'est un des problèmes, non, mais un des défauts, je pense, de Xmind, d'accord. Ouais. Pas de Xmind, mais de Zoom, c'est qu'on doit changer. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Donc on passe... Donc en fait, on est bien dans les 4 C dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais collecter mes mots-clés, ensuite, je vais les classer, et ensuite, je vais configurer le 3e C configurer, c'est-à-dire je vais mettre des images, je vais mettre des couleurs, etc. Et ensuite, je m'en servirai pour communiquer, pour faire un exposé. Je reviens sur ma carte. Et donc, si je reviens sur ma carte, je voudrais montrer quelque chose qui me semble fondamental. C'est qu'effectivement, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte, sur ce dessin? Oui, de nouveau, il va falloir que tu fasses. Ah, vite alors. À chaque fois que tu ouvres un hyperlien, ça ouvre une fenêtre et il faut revenir sur la nouvelle fenêtre. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez le triangle?
Ouais. Alors, On est revenu sur l'image dans ta carte. Je ne sais pas si on devait en sortir ou pas. sur la carte X-Mine, sur le La triangle. carte X-Mine, oui, sur le triangle, oui. Oui, c'est ça, voilà, on est sur le triangle là. Et donc, d'ailleurs, c'est l'occasion de montrer qu'effectivement, à chaque nœud, là, ici, sur le triangle, j'ai associé effectivement une idée. Mais en plus de ça, vous avez ici un texte qui apparaît, qui va être, je dirais, les données qui peuvent être associées à ce bout à ce nœud. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez que notre cerveau, il n'y a pas de triangle en fait. Hein. Vous avez vu un triangle, mais en fait, il n'y en a pas. Hein. Et donc, en fait, vous avez été au-delà de l'information qui est fournie et vous avez vu quelque chose qui n'existe pas. Et donc, le cerveau, il a tendance à faire des associations d'idées et à considérer l'image comme un tout. Hein. Et effectivement, les 5 triangles que vous voyez, effectivement, ils n'existent pas. D'ailleurs, il n'y a pas de triangle, en fait. Hein. Voilà. Alors, maintenant, lorsqu'on va utiliser Xmind, je voulais montrer simplement, là aussi, c'est l'occasion de montrer comment on va utiliser le logiciel. Et donc, pour le télécharger, alors je ne sais pas, est-ce que vous voyez le lien hypertexte qui est en train de s'afficher? Non, il va falloir que tu repasses dans la nouvelle fenêtre. D'accord. Alors, hop. Donc, hop. Et donc, voilà. Hop. Donc, c'est simplement pour vous montrer comment vous allez travailler vers, ici, vous allez vers xmind.net et vous aurez à l'affichage Xmind 8 Pro. Il faudra aller sur Xmind 8 Pro et ensuite vous aurez Free Download. Et n'allez surtout pas sur Xmind. Il y a la page en français aussi. D'accord. Demain, je mettrai le lien vers la page en français directement avec l'enregistrement. OK. Comme ça, si les participants veulent télécharger. Mais Voilà. normalement, dans la 4e semaine, il y a aussi un lien, mais je peux en mettre un dans le compte rendu de la classe virtuelle, comme ça. C'est plus simple pour télécharger. Alors, je vois que le temps passe. Alors, ce que je voulais montrer simplement, je dirais, dans les potentiels des logiciels qu'on va retrouver dans toutes les fonctionnalités des logiciels, c'est qu'en fait, on va pouvoir injecter des images. Donc là, ici, bon, je ne vais pas taper dessus. On va pouvoir injecter des notes, c'est-à-dire que là, effectivement, on va pouvoir mettre des notes de bas de page. On va pouvoir mettre des lignes de temps. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, Marco, par exemple, a mis sur son site un exemple de cours en ligne. Hein. Donc là, je vais aller chercher l'image. Alors, si elle veut bien, si elle ne veut pas, je vais prendre celle-là. Voilà. Apparemment, il y a voilà. Bon, il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ce que je voulais vous montrer, alors pourtant, bon, il ne veut pas. Alors, vous voyez qu'on va pouvoir faire des lignes de temps et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On pourra mettre des symboles et on pourra mettre des liens directement vers n'importe quelle page et on pourra rechercher des mots-clés. Hein, je dirais que les principales... On peut ajouter des fichiers aussi, Pierre. Des fichiers et même maintenant, dans la nouvelle version, des dossiers complets de disques durs ou d'une clé USB. Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de montrer le potentiel. Alors, je dirais, je vais ouvrir simplement pour vous montrer un petit peu, tout simplement, à quoi ça correspond. C'est-à-dire que là, si j'ouvre un fichier, j'ouvre une nouvelle carte. OK. Alors, je vais changer de carte. Donc, je voulais simplement montrer la simplicité des choses. Donc là, avec un double clic, je vais pouvoir, alors s'il veut bien travailler, parce qu'apparemment là il ne veut plus. Alors je ne sais pas pourquoi, je vais créer une nouvelle carte. J'ai peut-être trop de choses ouvertes.
Mais c'est toujours quand on veut faire des démos que... Ouais, ouais. Non, bah, il est rétif, hein. En fait, simplement avec votre clic gauche, vous créez des. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer des cartes, peut-être. Il y en a déjà trop d'ouvertes. Alors, non, apparemment, il ne veut pas. Alors, donc, je vais simplement changer de. Donc là, je voulais montrer aussi le Kanban. Bon, alors apparemment, il ne veut plus. C'est rien. Donc, Rien qui tourne. je vais le fermer, je vais l'enregistrer et puis je vais le rouvrir. Ah ben, ça permet en même temps de voir le type de structure qu'on peut créer avec Xmind. Donc, ce que j'aime bien aussi dans ce programme, c'est qu'on peut créer non seulement des mind maps, mais aussi toute une série d'autres diagrammes, comme des organigrammes, des Ishikawa, donc des diagrammes en Voilà, forme de tête de poisson, etc. voilà, tout à fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a quand même des choses qui sont. Alors, euh, alors, je vais essayer de le rouvrir. Alors, hop, voilà. Alors, je ferme tout ça. Ok. Voilà. Alors, je suis perdu. Tu es toujours là, Pierre? Ouais, alors, j'arrive plus à faire apparaître l'écran. Alors, attends, ouais, ça y est, voilà. Je vais partager l'écran et je vais retourner dans Xmind. Voilà, hop, on va partager l'écran. Hop. Alors, il me dit que la page n'est pas valide. Alors, voilà. Alors, voilà. Voilà, je vais revenir à ma carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Non, peut-être pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, toc, 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 toc. Alors, apparemment, les options ne sont pas disponibles que lorsque plusieurs personnes. Bon, alors apparemment, je Mais il y reviens a peut-être dedans. quelqu'un qui a essayé de partager l'écran en même temps que toi, je ne sais pas, ça arrive. Ça, c'est possible, ouais. Mm. Alors, bon, bah, écoutez, là, je suis un peu embêté. Alors, je vais essayer de rouvrir la carte. Alors, je vais revenir à l'écran. Je repartage. Ah, ça marche. Voilà, ça y est. C'est revenu? Oui. Voilà, ok. Alors, c'est l'occasion, vous voyez mon écran là? Mhm. Alors, ce que je veux montrer tout simplement, c'est que chaque idée, il suffit que je fasse un double clic pour avoir un sujet flottant. Alors, par exemple, si je fais une mini-carte, hein, rapidement, je vais faire par exemple pour ou contre le chocolat, point d'interrogation. Voilà. Donc, vous voyez que là, je vais utiliser je peux faire des cartes qui sont
je dirais, extérieur. Enfin, et il va suffire simplement, là ici, je vais mettre, je ne sais pas quoi, je vais mettre blanc. Je vais mettre au lait. Et puis, je vais mettre double-clic, je vais mettre noir. Et donc, il suffit simplement, vous voyez, j'ai fait double-clic simplement pour créer mes post-it électroniques et je vais les accrocher finalement où je souhaite. Donc là, par exemple, si je veux faire une branche sur pour ou contre le chocolat, effectivement, il suffit que j'accroche à 1 cm du nœud précédent, du nœud pair, par exemple. Et là, je vais aller déplacer mes idées très simplement. Donc, vous voyez, la courbe d'apprentissage d'un logiciel tel que Xmind, mais c'est pareil pour eMindMap ou iSous pour ceux qui veulent travailler sur iPad, ou Freeplane, logiciel libre également. Donc, en fait, le principe, c'est que là, vous collectez les idées. Hein, je collecte les idées. Donc là, je crée mes post-it qui sont sans relation. Et après, je vais simplement les organiser. Donc là, je vais mettre, par exemple, les 4C. Voilà. Et donc, il suffit simplement que je prenne les collecter pour aller le mettre à 1 cm derrière. Et puis, si je fais Entrée, je vais pouvoir mettre Classer. Je refais encore Entrée. Je vais mettre Configurer. Et ensuite, Communiquer. Et donc, vous voyez que là, j'ai ma séquence pour faire construire une carte. Donc, double-clic pour faire un sujet flottant. Et ensuite, ce sujet flottant, avec le clic gauche enfoncé, je vais aller le classer là où je souhaite. Donc, on voit bien que la simplicité du logiciel est assez fantastique. Et donc, je dirais, on peut demander à un élève ou quelqu'un qui veut commencer à travailler, qu'est-ce qu'il sait sur un sujet. On peut le faire aussi en classe et on va travailler avec un vidéoprojecteur en direct. Et donc, les élèves disent ce qu'ils connaissent et ensuite, on va organiser les idées sans se laisser, je dirais, comment dire, attirer, aimanter par le noyau central. Alors, oui, le mois dernier, les collègues de Dix Praxiatech m'avaient demandé de faire une conférence sur les outils pour les 10. Et je suis arrivé là sans présentation, sans rien, en leur disant, mais on va faire la présentation ensemble. Et donc, on a fait un brainstorming. Et les gens me dictaient les outils, les problèmes. On a fait un nuage de mots comme ça. Et puis, on a construit la carte mentale ensemble. Et donc, pendant 45 minutes qu'a duré la conférence, en fait, c'était pas une conférence. Finalement, c'est devenu une espèce d'atelier interactif où finalement, tout le public est devenu conférencier. Et moi, je prenais note. Voilà, et c'est ça qui est intéressant parce que là, on va produire de l'intelligence collective. Exactement. Exactement comme dans le MOOC, ici, la production de la personne qui a mis quelque chose sur le semainier, je la réutilise pour l'ensemble des participants au MOOC qui n'ont peut-être pas vu, repéré dans toute la richesse des billets, puisqu'il y a, je ne sais plus combien, il y a 1000 billets, combien c'est assez hallucinant, où 90 événements ont été créés autour de ça, donc on a créé des... Oui. Mais on a des participants, et je pense qu'ils n'en sont même pas conscients, mais on a des participants qui sont en train de créer un phénomène d'intelligence collective absolument extraordinaire. C'est semblable. Savoir, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point leur travail est un travail d'abord énorme en termes de quantité, mais aussi extrêmement bon en termes de qualité. D'ailleurs, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec l'organisation de la marche des 7500 migrants en direction de la frontière du Mexique, où la mobilisation de milliers de personnes, près de 100 000 personnes sur les marches pour le climat, etc., voire même les gilets jaunes. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui, grâce aux outils, grâce à la mise en réseau,
à la création de la même intelligence qu'on retrouve dans une ruche ou dans une termitière, hein, ou dans quelque chose qui produit quelque chose qui est supérieur à la somme des parties. On est d'abord dans l'approche systémique, quoi. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous montrer une image pour faire un Kanban. Un Kanban, c'est extrêmement facile. Vous faites 3 ou 4 colonnes selon le cas. Vous avez une colonne à gauche, c'est sur des post-it, soit papier, soit crayon, soit électronique, hein, avec Trello. Vous avez la possibilité de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a à faire pour la semaine. Et ensuite, on va choisir la tâche prioritaire et ensuite, on va la faire par colonne. C'est-à-dire que la tâche rouge, par exemple, ici, il suffirait simplement que je la déplace physiquement sur mon écran, hein, ou alors je peux le montrer chez moi. Par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, moi j'ai mon Kanban qui est comme ça, hein, et donc je déplace mes post-it du jour le jour pour choisir mon post-it que je vais avoir à faire. Et puis je déplace celui qui est terminé et je vois tout ce que j'ai fait. Hein, donc vous voyez que là, effectivement, dans ce sens-là, j'ai la production de mes choix de la journée. Alors, voilà, c'était simplement, on peut passer aux questions parce qu'effectivement, je suis certain que là, nous, on pourrait travailler encore plusieurs heures sur le sujet. Là, je vais voir, donc dans les conversations, il y a déjà des centaines d'exemples. Alors, par exemple, sur Trello, effectivement, vous avez raison, alors j'en ai pris un dessin, j'en ai pris un exemple. Là, il est derrière. Donc là, il est là. Je vais l'augmenter pour simplifier. Donc là, on voit comment, je ne sais pas si vous le voyez apparaître trop à l'écran. Oui. À faire, prochaine tâche, choix du jour, terminé. Donc on le fait sur 4 ou 5 colonnes. Et là, par exemple, je vais encore zoomer peut-être. Pour que vous voyez mieux. Et donc, sur Trello, T-R-E-2-L-O, vous créez des post-it électroniques et ensuite, vous allez les déplacer simplement un peu comme ce que j'avais fait. Simplement, là, ici, c'est un déplacement linéaire. Et en fait, ça vient du Kanban, c'est-à-dire, ça veut dire feuille en japonais. Ça vient des années 50, du management chez Toyota. Et en fait, le principe, c'est de terminer ce qu'on a commencé pour éviter qu'il y ait des voitures qui soient mal terminées parce qu'il manque un feu arrière et que ça reste dans le garage et ce n'est pas vendu. Eh bien, là, c'est exactement la même chose pour qu'on n'ait pas de travail qui s'accumule et surtout quand un élève a des difficultés pour accomplir son travail quotidien, c'est pour choisir et gérer ses priorités. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des commentaires. Alors, je vois aussi dans les questions, il y avait quelqu'un qui demandait si c'était payant ou gratuit. En fait, il y a deux versions là aussi. Une version gratuite, une version payante. Moi, j'utilise la version gratuite depuis des années. Je n'ai jamais ressenti le besoin Absolument. de passer à la version payante. Voilà. Et alors, on demande aussi s'il y a des dates. On peut mettre des dates, on peut mettre des échéances, effectivement. Voilà. Tout à fait. Alors, il y avait une question piège, parce que ça, c'est une question qui va relancer la conférence pour au moins 2 heures. C'est la différence entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles. Donc, alors, là, j'avais préparé un petit diaporama, pas un diaporama. Donc là, je vais aller le rechercher. Je vais regarder avec le zoom. Je vais regarder ma carte. Et donc, je vais le retrouver. Alors, le son ne marche plus? si, il fonctionne. Bon, ok. Alors, je vais essayer de retomber dessus. Voilà, elle est là. Hop. Alors, je vais essayer de... Parce que je ne sais pas si vous voyez, voilà. Oui. Je vais prendre un exemple. Alors, les cartes mentales et les cartes conceptuelles, effectivement, sont légèrement différentes. Je dirais que la carte conceptuelle est plutôt en réseau. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez là. Donc, et là, on voit l'image dans la carte Xmind. Oui, si tu as ouvert un hyperlien,
Ouais, Si l'on connaît, il faut de nouveau. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, ok. Donc, si vous voulez, en fait, les cartes mentales, vous les voyez sur le côté gauche. Donc là, les mots sont sur les branches et c'est plutôt pour organiser, mémoriser, créativité, grâce à la visualisation et l'association d'idées. Ce qui est commun, c'est en bleu foncé, c'est-à-dire c'est du support libre, hein. C'est du papier crayon, c'est MapTools pour les logiciels conceptuels et plutôt Xmind. Mais Xmind peut faire aussi des cartes conceptuelles, puis en prise en main rapide avec des mots-clés, un contexte. Alors que les cartes conceptuelles sont plutôt, les concepts sont inclus dans des nœuds, et on va plutôt l'utiliser pour dans des gestions de conflits, dans des hiérarchisations, pour faire des liens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi la possibilité de mettre un arrière-plan dans les cartes conceptuelles, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre la carte de France et demander aux élèves de placer Paris, Bordeaux, Marseille, ou alors de mettre, par exemple, la photo d'un corps humain et demander aux élèves où se trouve le cubitus, le radius ou la tête. Et donc ça, c'est, je dirais, c'est plus en termes d'utilisation pédagogique, je dirais, ou quand les concepts sont bien stabilisés. Par contre, lorsqu'on va faire plutôt en pensée divergente, quelque chose sur la créativité, on va plutôt utiliser les cartes mentales qui sont plutôt arborescentes. Et donc, vous voyez que là, ici, on a plutôt une carte conceptuelle qui est en bleu foncé. Vous voyez un petit peu la différence entre les cartes mentales, enfin, ce qui est commun aux cartes mentales et aux cartes conceptuelles. Voilà, c'est rapide, mais je pense que vous le retrouverez dans la chose. Alors, le cartable fantastique pour le ruban, c'est dépassé. Prends Studi. Alors, effectivement, peut-être que, je ne sais pas, il faut dire que c'est Studi, peut-être, je ne sais pas. Il faudra expliquer. Françoise, tu pourras expliquer ce que c'est Studi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais remonter le fil peut-être depuis l'origine. Ouf, là, tu en as pour un moment. Parce qu'il y a... Ah ouais. Ah oui, Alors, tu es dans un groupe hyperactif. il y a le Périgord. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais. Ouais, ok, etc. Je ne sais pas combien on était dessus, mais effectivement, à 8 Oh, messages, 8 on a messages par dépassé. seconde. Voilà. Donc là, effectivement, de toute façon, il est enregistré le fil ou Oui, pas? oui, oui, oui. Donc je regarderai à tête reposée et puis je rajouterai des choses si c'est nécessaire. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des questions particulières? Ou est-ce qu'il y en a qui ont mis. Alors, il y en a qui. Meilleur logiciel libre MindMap pour 10. Je pense que là, on a, je dirais, le Xmind. Pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est le plus esthétique. Si vous voulez quelque chose d'encore plus puissant, enfin, il y a Freeplane, mais Freeplane marche avec Java. Voilà. Si je peux me permettre, Pierre, moi, je trouve que l'interface de FreePlane n'est vraiment pas adaptée au 10. Voilà, tout à fait. Ouais. Parce qu'elle est, il faut aller chercher dans des commandes qui sont parfois minuscules et Ouais, tout à fait. ça se déroule sous forme de menu interminable. Ouais. Franchement, pour les dyspraxiques, c'est l'horreur. Ouais. C'est pour ça qu'Xmind est vraiment bien. Et je pense qu'au niveau du changement de couleur, bon là, j'ai pas montré, mais on va pouvoir changer les polices, on va pouvoir changer les couleurs des branches. Je peux remontrer rapidement si on a le temps. Je peux reprendre un exemple de la carte. Voilà, je vais reprendre l'exemple de la carte. Et donc, effectivement, donc là, je vais dézoomer. Voilà la carte. Et donc, on ne voit pas trop la carte, mais effectivement, on va pouvoir changer le fond de la carte. Enfin, le fond, là, ici, si je clique, je vais pouvoir changer la couleur de fond. Par exemple, ici, je vais le mettre en bleu clair, par exemple. Voilà, il va être en bleu. Il est en vert, pardon, j'ai cliqué à côté. Je vais pouvoir défaire
des comment dire, je vais essayer d'augmenter la taille. Alors, ce que je voulais montrer, effectivement, en plus de ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est que, effectivement, dans la structure, vous voyez le clic droit qui sauve, ça va vous permettre de créer des structures sous forme de ligne de temps horizontale. Alors, par exemple, ici, vous voyez, la carte va se présenter sous forme de ligne de temps. Je vais prendre peut-être un... Je peux changer la structure d'une branche. Par exemple, ici, si je prends la structure, alors je vais revenir dessus, je vais revenir sur la structure de base, donc en carte équilibrée. Donc là, il arrive là. Et là, si je veux que la branche carte mentale soit sous une nouvelle structure, je peux l'avoir, par exemple, tout à droite. Vous voyez, là, j'ai dit tout à droite. Mais je peux l'avoir sous forme de Ishikawa, donc arête de poisson. Donc, je le laisse sous cette forme-là. Je laisse sous différentes formes, etc. Bon, après, c'est une question d'utilisation, de choix, mais c'est vraiment très souple en termes de possibilités pour pouvoir avoir, par exemple, ici, de nouveau, ici, si je veux avoir une nouvelle structure en organigramme, par exemple, ou en matrice, je vais l'avoir sous forme de matrice. Elle est arrivée là, elle est sous forme de matrice. Là, vous voyez, elle est sous forme de matrice. Mais de la même manière, si je veux changer, je vais avoir le potentiel des trucs et la nouvelle structure, je vais l'avoir en organigramme, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'avoir de haut en bas, je vais avoir un organigramme, enfin il est plutôt de bas en haut. Si voilà, il est là, donc on voit bien qu'il est sous forme. Voilà. Est-ce que je vais regarder encore s'il y a des conversations? Oui, effectivement, de toute façon, il y a des vidéos sur YouTube. Hein. Alors, la formule payante de Xmind, c'est 115 €. Oui, c'est une seule fois. Alors que la formule Xmind Zen, c'est 20 € tous les 6 mois. Oui, et franchement, je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà. Hein. Et puis, bon, je sais bien qu'il y a toujours... alors, j'ai appris pas plus de 7 branches. Oui. Ça, c'est... Alors, pour en faire depuis 20 ans des cartes, j'ai eu très peu de cartes qui dépassaient effectivement 7 branches. Mais bon, de toute façon, ça, c'est, je dirais, une question d'habitude. Et après, on peut créer des sous-cartes. Vous avez vu que chacune des cartes peut devenir... Chaque branche peut devenir une sous-branche, une sous-carte, et de carte en carte, de carte à carte. Et puis, je dirais déjà, quand vous allez vous amuser à aller voir toute une cascade de cartes, effectivement, vous avez déjà de quoi bien travailler avant de bien posséder. Hein. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui voulait que je vous parle du chocolat belge. J'avais déjà parlé comment dire, du cactus de Gaston Lagaffe. Hein. Alors, peut-on utiliser le diagramme d'Ishikawa pour trouver la difficulté d'apprentissage? Je dirais que le diagramme d'Ishikawa, il est plutôt utilisé en entreprise, dans les cercles de qualité, pour montrer quelles sont les causes qui produisent une conséquence. Hein, donc après, c'est pour hiérarchiser des causes et s'attaquer aux causes les plus importantes, les 20% de causes qui produisent 80% des dégâts. Hein, donc voilà. Mais effectivement, on est donc studie avec... voilà. Les gens voient 2 gros, 2 petits... Voilà. Effectivement, l'idéal en pédagogie, c'est de faire la leçon théorique en cours et en devoir à la maison, lui demander de faire la carte associée. Ça, c'est excellent. C'est exactement ça, puisque ce qui est important, c'est que les autorisations, c'est le travail que va faire l'élève qui va comment dire, c'est les plans de câblage qu'il va faire dans sa tête qui lui sont le plus utiles. Hein, c'est ce qui lui permettra justement de retrouver cheval de course, course à pied, pied de cochon, cochon de lait. Hein. Je peux peut-être montrer l'image du cactus de Gaston, parce que je vois que Marianne s'interroge, je ne connais pas Gaston Lagaffe. Ah.
Et moi, je trouve que le cactus, c'est une merveilleuse image justement pour comprendre à la fois la philosophie du mind mapping et puis aussi pour visualiser comment effectivement les idées s'accrochent Les un peu philosophes. un peu comme les post-it de Gaston sur son cactus. Voilà. Voilà, donc effectivement. Si tu peux agrandir un peu cette image, Pierre. Ouais, alors, hop. Là, tu vas de nouveau être obligé de, Ouais. de passer d'une fenêtre à l'autre, désolé. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Gaston Lagaffe, c'est toujours un éditeur qui vient aux éditions de Gaston Lagaffe et qui veut absolument signer des contrats. Et avant de signer les contrats, il y a toujours Gaston Lagaffe qui, là, alors ça doit être le directeur de la rédaction, il n'arrive jamais à obtenir les documents, soit les documents brûlent, les documents sont photocopiés, en veux-tu, en voilà. Et là, en fait, Gaston Lagaffe, non seulement il arrive avec un cactus, mais aussi avec des pâtes à roulettes. Et donc, et simplement, le directeur de la rédaction voit un nouveau système de classement. C'est des fines petits trous d'épingle qui, en fait, sont les épines du cactus qui ont servi, qu'on crée ce petit trou qui permet d'accrocher chacun des documents au cactus général. Voilà. Dans le mind mapping, on accroche les idées à la structure, comme on accroche les petits papiers sur le cactus de Gaston. Ouais, trop bien, Gaston Lagaffe. Effectivement, il y a un Gaston qui vient de sortir, génial et très parlant. C'est pas Franquin qui l'a fait, mais c'est pas Franquin qui l'a fait. Je sais pas. Alors, j'adore le book Vive Gaston et le chocolat. LOL. Voilà, belle image mentale. Voilà, super comme image. Bon, voilà, moi, j'étais ravi de démarrer par Gaston et de terminer par Gaston. Je pense qu'effectivement, on pourrait longtemps discuter de Gaston, des cartes, etc. Mais bon, alors vous pouvez aller voir le MOOC, une ressource, donc mindmanagement.org. Donc ça, c'est le site que j'anime depuis quelques années, qui a à peu près 1000 articles et vous avez pas mal de choses pour les élèves, surtout dans enseigner autrement avec le mind mapping. Vous avez je mettrai tous ces liens aussi, Pierre, le lien vers ton blog, vers les livres, etc. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais merci à toi de nous avoir consacré tout ce temps, parce que je sais que tu es un homme très occupé. Et donc, ça fait tellement plaisir. C'est vraiment un tel patrimoine de l'humanité que je dirais que tout enseignant, de toute façon. Alors en France, c'est depuis 2010 dans les documents officiels, et par exemple au bac STI 2D, ça fait partie des méthodes de créativité qui font l'objet d'un exercice au bac. Et dès la classe de seconde, c'est de plus en plus utilisé je dirais, par les enseignants. Mais c'est vrai que c'est comme tout, il faut du temps pour que ça pénètre dans l'administration, que ça soit autorisé et qu'il y ait aussi des logiciels. Mais sans logiciel, je ne l'ai pas montré, mais je peux peut-être le montrer. J'utilise aussi. Alors, je vais reprendre ma vidéo. Alors je sais, tu me mets en grand, enfin je sais pas. Et donc effectivement, vous voyez. Oui, ça c'était fait avec iMindMap. Voilà, tout à fait. Et donc vous pouvez avoir des cartes, par exemple, pour expliquer l'intelligence naturaliste. Voilà, je fais des posters et vous trouverez des. Ah oui, on n'a pas montré aussi, mais avec Xmind, on peut imprimer sur plusieurs feuilles A4 et donc on peut faire des choses tout à fait intéressantes pour expliquer. Ouais. Je fais ça par exemple pour des ateliers de recherche d'emploi avec des jeunes en Belgique. Et on a fait une gigantesque mind map qui couvre à peu près un pan de mur avec toutes les étapes de la recherche d'emploi, depuis la connaissance de soi, la connaissance du marché, la rédaction du CV, des trucs. Et on a mis ça au mur. Et donc, pendant toute l'année, on avait sous les yeux toutes les tâches qu'on avait à faire pour arriver depuis l'entrée en formation jusqu'à
la sortie vers l'emploi, quoi. Et donc, on avait une mémoire, en même temps, on avait une mémoire de tout ce qu'on a fait pendant. Voilà. Et alors, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans des classes en difficulté, par exemple, d'une semaine sur l'autre, on affiche un chapitre d'un livre qui est écrit. Donc, les élèves se rappellent les chapitres précédents de la semaine précédente. Et donc, par exemple, avec des élèves de 6e qui sont en section, en SECPA, par exemple, bon, ça parle pour les Français, mais peut-être pas pour les Belges ou les Suisses, mais les SECPA, par exemple, utilisent beaucoup les cartes mentales en les affichant au mur. Voilà. OK. Merci infiniment, Pierre. C'était vraiment, vraiment passionnant, comme toujours. Donc. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien. C'est la meilleure des choses que vous pouvez. Et je salue tous les participants qui ont accordé, qui ont pris un peu de leur temps pour découvrir quelque chose qui est véritablement, et je le répète, un patrimoine de l'humanité. Voilà. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.